Il trouva son thé délicieux. The tea should be strong. Bonjour mon chaton. Earl Grey, bergamote, jasmin. Vous prendrez bien quelque chose? At tea time, everyone should tell a story. Tea Time Club. Caroline Gillet. Bonjour et bienvenue dans notre centrale de décentralisation. Ici, tous les jours, on s'interroge sur l'intime avec des gens de partout. Et d'habitude, on boit le thé. Aujourd'hui, dans cette réunion, on squeeze le thé pour passer à table. Se nourrir, c'est sensuel, intime, personnel. On veut demander à nos invités ce qu'ils ressentent en mangeant, à quoi ça les ramène, à qui ça les fait penser, comment l'alimentation est reliée à des racines, comment elle se transmet, et puis surtout, comment aujourd'hui, avec nos voyages, nos migrations, volontaires ou involontaires, comment notre cuisine se métisse. À l'œuvre pour la fabrication de cette émission, il y a toujours les irremplaçables Victoire Fort, Hugo Combes, Joseph Caraballona, Bruno Meyerfeld et Caroline Debray qui deviennent formidables en chorégraphie derrière la vitre. Cette réunion peut se consommer en direct, elle peut aussi être réécoutée à l'heure du thé sur franceinter.fr. Nous sommes le Tea Time Club, nous sommes sur Twitter et sur Facebook. Merci pour vos très beaux témoignages hier sur les rituels funéraires. On a été très touchés. Aujourd'hui, parlez-nous de ce que vous mangez, de ce que ça dit sur qui vous êtes et d'où vous venez. Prenez place, on passe à table. Pour ouvrir cette réunion intime, on vous parle de nous. Aujourd'hui, c'est Joseph, le réalisateur, qui passe à la casserole, parce qu'on sait que sa dernière histoire sur son enfant à naître a eu pas mal de succès auprès de vous. Alors, le frère de Joseph habite aux États-Unis depuis plus de 10 ans, et il a épousé une sino-américaine. Joseph essaye d'y aller dès qu'il peut. Un jour, il est arrivé à New York et son frère lui a annoncé que cette fois, il allait pouvoir enfin rencontrer la famille de sa belle-sœur. Ce sont des immigrés chinois qui ont ouvert un restaurant à leur arrivée aux États-Unis. Et avant de les rencontrer, sa belle-sœur l'avait prévenu. Tu vas voir Joseph, ils vont t'inviter à dîner. Et pour eux, la nourriture est quelque chose d'extrêmement important. Attention, ils vont tout choisir pour toi, tu te laisses faire et tu manges. Du coup, Joseph a passé la journée à jeûner, en attente du soir, et puis à 20h, il a été invité, comme prévu, dans un restaurant chinois du bas de Manhattan. Il y avait des aquariums géants, et il y avait une clientèle chinoise et des menus en chinois. Les parents de sa belle-sœur ont choisi les plats, comme prévu, et Joseph s'est retrouvé entouré de dizaines d'assiettes. Alors il a commencé à manger, conscient qu'il allait falloir qu'il finisse tout pour ne pas manquer de respect. Pendant toute la soirée, ils n'ont pas décroché un mot. Ils observaient Joseph en silence, et de temps en temps, en désignant l'une des multiples assiettes, ils disaient froidement « Eat more ». Ça a été les deux seuls mots entendus pendant tout le repas. « Mange plus, eat more ». Quand enfin Joseph est arrivé au bout de la dernière assiette, le père de famille s'est approché de sa belle-sœur et il lui a dit quelque chose en chinois. La belle-sœur a fait un énorme sourire. Joseph a dit « Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a dit ?» Alors sa belle-sœur a traduit. « C'est bon, il a dit que tu mangeais bien pour un blanc. » Et Joseph a senti qu'à ce moment-là, il faisait un peu partie de la famille. Tout à l'heure, on entendra Michael Rakowitz, d'origine irakienne, qui crée des happenings culinaires pour faire exister le pays de ses grands-parents, l'Irak, dans leur pays d'adoption, les États-Unis. Mais d'abord, maintenant, ici, tout de suite, en studio, il y a Pascal Horry. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien ? Ah, mais très très bien. Vous êtes mis en appétit, là. Ah, chouette alors. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous êtes spécialiste des pratiques culturelles. Et en 2013, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'identité passe à table ». Je voulais vous demander peut-être pour commencer, est-ce que la cuisine c'est intime ? Est-ce qu'on a le droit de parler de cuisine dans une émission sur l'intime ? Tout à fait. D'abord, c'est ce qu'il y a de plus intime avec peut-être l'amour, pour être clair. C'est-à-dire que là, notre corps est aux premières loges et l'intérieur de notre corps est directement concerné avec cette porte d'entrée que sont les papilles. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Et puis par ailleurs, c'est une sorte, paradoxalement, d'intimité collective parce que on partage beaucoup nos intimités en disant mais au fond, ta recette, l'autre jour j'ai goûté ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc nos intimités s'échangent à travers la table. Et puis manger à table, c'est quelque chose de très intime, les manières aussi. Je sais que justement, pour quand on rencontre pour la première fois sa belle famille, il faut bien se tenir, enfin je sais pas. Oui, parce que chaque famille, sans parler des nations, des groupes culturels, a ses traditions culinaires, y compris parfois une sorte de méfiance à l'égard de la nourriture. Mais
c'est une tradition culinaire aussi. Les tabous culinaires, c'est prodigieux à étudier, savoir pourquoi on est végétarien, par exemple, ce qui est une grande tendance aujourd'hui. C'est passionnant. Alors en face de vous, pour prendre le thé, il y a Yujo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire de Shanghai, vous êtes arrivé en France il y a un petit peu plus de 10 ans. Oui, il y a 14 ans. Je me dis 13-14. Vous êtes passionné de cuisine et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La baguette et la fourchette, les tribulations d'un gastronome chinois en France. Merci d'être là. Pour vous aussi, c'est intime la cuisine ? Oui, je pense que la cuisine, c'est aussi l'un des meilleurs moyens pour connaître la culture de l'autre. Comme le dit un écrivain français du 19e siècle, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc, vous êtes sur France Inter, on est rassemblés autour d'une tasse et d'un sachet de thé pour parler de nourriture, de ce qu'on mange ici et ailleurs. Pascal Horry, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, donc le son d'un Américain d'origine irakienne, vous dites, vous, que boire et manger, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié de son patrimoine culturel. Exactement, c'est assez classique dans l'analyse des immigrations, première, deuxième, troisième génération, qui se terminent la plupart du temps par l'intégration, parce que la non-intégration, il faut quand même le répéter aujourd'hui, où c'est une question très sensible, c'est l'exception, mais la règle, c'est quand même l'intégration. Dans chaque pays, un certain type d'intégration. Et ce qui reste quand on a perdu les pratiques religieuses, la langue, par exemple, quand on perd le yiddish, etc., bon, c'est des recettes de cuisine. Et ça résiste. Vous, Yujo, vous êtes arrivé en France il y a, donc on le disait, 14 ans. Vous, quand vous êtes arrivé ici, vous avez amené avec vous des recettes, j'imagine. C'est lesquelles qui sont essentielles et qu'est-ce qui vous manquait quand vous êtes arrivé ici de chez vous ? Je pense qu'il y a des produits, des assaisonnements. Et par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, je voudrais dire juste, je dis souvent à mes amis français, en fait, on a 2 langues maternelles, une langue pour parler et une autre pour goûter. Et c'est-à-dire, on apprend à goûter même avant notre naissance parce qu'on s'habitue aux aliments de notre maman et même quand encore dans son ventre. Donc la langue et la cuisine sont sans doute probablement les 2 choses les plus difficiles à être modifiées. La preuve, c'est que je suis en France depuis une dizaine d'années, mais je ne pourrais jamais parler le français comme ma langue maternelle. Et la cuisine, je pense que c'est pareil pour moi. Vous parlez notamment de la fadeur des aliments, de ce que ça représente pour un peuple par rapport à un autre. C'est très différent. Oui, parce que, par exemple, le produit tofu qu'on trouve beaucoup dans les restaurants chinois, j'entends souvent un reproche de mes amis français par rapport au tofu. C'est un peu trop fade. Mais dans la cuisine chinoise, il y a certains ingrédients, on les choisit. C'est parce que c'est juste pour cette particularité. On apprécie cette fadeur. C'est un peu comme l'eau, qui n'a pas de goût, mais j'ai entendu dire un grand connaisseur de vin français qui dit pour apprendre à goûter le vin, il faut commencer d'abord par différents types d'eau, parce que c'est cette fadeur, cette disponibilité, cette neutralité qui nous permet d'avoir des capacités d'apprécier des goûts les plus variés possibles. Oui, je suis sensible à ce que dit Ambroise à propos de Château Rouge, où on trouvait déjà plein de produits africains, parce que, effectivement, d'abord, les grandes capitales du monde sont des lieux d'intégration de quantité de cuisine, surtout au XXIe siècle. D'autre part, la cuisine française, contrairement à ce que pensent certains, et ça vaut pour la cuisine et pour d'autres domaines, n'est pas repliée sur elle-même. Elle a toujours été très accueillante, surtout parce que ça permettait d'améliorer les recettes françaises. Ça a commencé avec la province, quand même. Il a fallu que la bouillabaisse ou la tomate arrive à Paris. Et après, le couscous. Le couscous, c'est lié à la guerre d'Algérie, et puis la cuisine chinoise, etc. Et donc, la cuisine française a toujours été très internationale. Aujourd'hui, quantité de grands chefs étrangers sont présents à Paris, et ils font pas la cuisine de leur pays, ils font une cuisine mixte, de métissage. Et le métissage, c'est la règle en cuisine, hein. Et vous, il y a Yujo qui va répondre. Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous dites. C'est ce que j'apprécie dans la cuisine française ou dans la culture française d'une manière plus générale, c'est le sens de l'innovation. Parce que les Français sont fiers de ce qu'ils possèdent, mais ils ne s'arrêtent pas là. C'est toujours de chercher de nouvelles idées, de rencontrer de nouvelles personnes et explorer de nouveaux champs. Et ce qui peut-être manque un petit peu dans la culture traditionnelle chinoise. Et parfois, on se dit qu'il y a des endroits où c'est pas toujours évident d'implanter des
des cuisines multiples, parce que justement, en France notamment, la cuisine locale est tellement forte et tellement puissante et tellement renommée que c'est plus compliqué de la faire dialoguer avec d'autres cuisines. Est-ce que c'est le cas ? Ce que je disais sur Paris, c'est que, bon, il y a Paris et le reste de la France. Hein. Je dis d'autant plus que moi, je suis plutôt un régional de l'étape, mais Paris, par définition, est une ville d'intégration de toutes les influences, alors maintenant du monde entier. Effectivement, quand on va vers la Bourgogne ou vers la Bretagne, l'identité paraît plus forte, mais vous savez, ce sont des inventions récentes, les cuisines régionales. Ça a été inventé au 19e siècle. Par exemple, les 13 desserts provençaux, c'est une invention récente. On a construit des identités régionales. Mais aujourd'hui, vous avez des restaurants en province, entre guillemets, moi j'accepte le mot province, puisque j'habite en province, allons-y, qui sont très ouverts à des influences, par exemple asiatiques. Hein. Il y a quand même une très forte influence asiatique dans la cuisine française et occidentale en général, et vous allez en province, vous trouvez cette influence. J'allais dire heureusement. Et vous, Yujo, vous êtes chinois, vous habitez à Paris, mais vous avez grandi donc aussi dans une période, si on peut dire communiste, en Chine. Mm-hmm. Comment est-ce que ça chez vous, ce mode de pensée affectait, modifiait les comportements culinaires ou alimentaires ? Parce que pendant presque 20 ans, au siècle dernier, la gastronomie était synonyme de bourgeoisie et de décadence, donc peu accessible au peuple. Il existait même des repas révolutionnaires où l'on devait se forcer à manger des nourritures à la limite de consommables pour en souvenir des atroces de l'Ancien Régime. Mais heureusement, cette période est partie. Et révolue. Oui. Et on parlait tout à l'heure aussi des restaurants, par exemple, je sais plus, à d'Abidjan, les restaurants ivoiriens ici à Paris. Les restaurants chinois ici à Paris, il y en a aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous, en arrivant à Paris, ça a dû être une autre surprise pour vous. Oui, c'était l'une des premières choses qui m'a frappé ici, c'est que le nombre de restaurants ici en France, à l'époque, j'en étais fier. Parce que la France est un grand pays gastronomique, s'il y a tant de restaurants chinois ici, donc j'ai pensé que peut-être la cuisine chinoise a conquis les Français ou bien a trouvé sa place dans la société française. Mais peu à peu, j'ai découvert que la réalité n'est pas tout à fait comme ce qu'on imagine. Et le premier choc, c'était dans une émission, j'ai entendu, il y avait un invité français qui a qualifié la cuisine chinoise, les restaurants chinois, en France, de pas cher, mais de qualité médiocre. Et c'était la première fois que j'entendais un commentaire aussi négatif sur la cuisine chinoise. Parce qu'en Chine, c'est l'un des symboles forts de la civilisation chinoise. Comme si pour un Français, un touriste chinois lui disait que Versailles était trop petit et qu'il n'avait pas grand-chose à voir. Mais petit à petit, après, j'ai compris que c'était un moyen de survivre. Les gens, peut-être, n'ont pas fait nécessairement la formation professionnelle, un peu comme des restaurants italiens à l'étranger. C'est des entreprises familiales dans lesquelles les cousins, les amis... et où on mélange aussi, ce qui est étonnant, c'est que c'est à la fois vietnamien, japonais, chinois, et tout est un peu... Oui, par exemple, il y a une salade à base de germes de soja. En Chine, on ne mange jamais cru comme ça. Ça n'existe pas. Je ne savais pas ça, moi j'en mange souvent. Bon, maintenant je le sais. La porosité d'une cuisine, elle est liée aussi à l'histoire de l'immigration, mais ça remonte très très loin. Oui, elle est liée au fait qu'il y a des cuisines qui sont quand même des cuisines centrales, mais qui du coup prouvent leur volonté de domination, et c'est le cas à Versailles, par exemple, pour commencer à l'époque de l'Ancien Régime, et puis ensuite le transfert à Paris au moment de la Révolution française, qui est l'invention du restaurant. Le restaurant est inventé juste au moment de la chute de la monarchie, qui veulent prouver leur excellence en étant quand même assez ouverts à des influences étrangères, qu'elles transforment. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, c'est le mouvement effectivement de la mondialisation, qui fait que, effectivement, même en Côte d'Ivoire, on ne peut pas résister à des influences extérieures. Ça me paraît tout à fait normal. Mais donc par rapport à la Chine, typiquement, la Chine a été effectivement, comme je disais, Monsieur Yu, a été fermée pendant quand même très longtemps, enfin récemment, mais bien fermée. Et donc, elle découvre aussi les charmes. Je pense qu'elle découvre les charmes de l'ouverture. Ça sera progressif. Et sur ce plan-là, comme sur le plan musical ou architectural, etc., ça me paraît normal. En même temps, il faut savoir que les cuisines françaises et les cuisines chinoises ont beaucoup de ressemblances. Il y a quand même cette tradition, disons, impériale, royale, qui donne quand même une tonalité qui est l'importance accordée aussi aux questions culinaires. Ça, c'est la grande différence avec les pays puritains.
certains, et en particulier les cultures protestantes, hein, parce que l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni assez largement, sont des pays protestants qui, à l'égard de la cuisine, ont quand même globalement une certaine distance. La vraie différence, c'est ça. La Chine ou la France, pour ne citer que ces deux pays, ont toujours considéré dans les élites que les questions culinaires, c'était pas méprisable. Il y a beaucoup de cultures qui, encore aujourd'hui, globalement, il y a des exceptions, il y a d'excellents cuisiniers américains, d'excellents œnologues américains, mais globalement, il y a encore une méfiance à l'égard de ces questions-là. C'est ça la vraie différence, à mon avis. Parce que en Chine, il y a un grand philosophe au 5e siècle a déjà dit le sexe et la nourriture sont les deux besoins fondamentaux de l'homme. Et la nourriture, c'est vraiment fait partie des intérêts centraux de l'homme. Petite perte, Et quand même. Et en Chine, la diffusion du savoir culinaire, est-ce qu'elle évolue peut-être puisque maintenant on a accès à beaucoup de choses sur Internet? Je ne sais pas si ça change les pratiques. Ce qui change la pratique, c'est que maintenant, on trouve les Chinois mangent de plus en plus de produits industrialisés. Et donc, on veut s'amuser. Peut-être on passe beaucoup moins de temps à cuisiner. Donc ça, c'est peut-être une crainte. Parce que j'ai vu une enquête récente dans une petite école au nord de la Chine. Et 45% des élèves de 7 à 8 ans, dans ces deux classes de l'école, le matin, ils mangent que des chips, des biscuits et des nouilles chinoises instantanées à la place des bouillies de riz et des brioches cuites à la vapeur. Alors, si on est optimiste, je suis de cette espèce en voie d'extinction, qui sont les optimistes, on peut dire qu'il peut y avoir des phénomènes de compensation. Par exemple, au moment où on atteint l'adolescence et l'âge adulte, on voit quand même une préoccupation qui augmente de la qualité de la nourriture. La recherche aussi d'une forme de distinction, etc. Donc, on peut espérer quand même qu'il y ait des phénomènes compensatoires. Oui, je suis inquiet un peu à court terme, mais pas à long terme. Je pense que les gens vont être de plus en plus conscients du danger des produits industrialisés. Puis une volonté de distinction. On est dans une société individualiste. Il y a une sorte de paradoxe. Alors, on uniformise sur un plan, et puis en même temps, c'est moi-je. Donc le moi-je, d'une certaine façon, j'y crois quand même. Il peut y avoir la recherche du produit spécifique, qui ne c'est pas tout à fait celui du voisin. Donc moi, je serais plutôt optimiste. Et puis aussi, est-ce que, enfin en tout cas dans nos sociétés un petit peu ici, par exemple beaucoup à Paris, on voit une habitude qui arrive, c'est celle qui arrive et qui est là depuis un moment, c'est celle de se prendre en photo nos repas. Est-ce que ça valorise aussi un art de manger, une meilleure cuisine? Ça prouve l'importance qu'on accorde à ces questions-là, et je suis d'accord, je me retrouve tout à fait dans le penseur chinois du 5e siècle, le sexe et la nourriture. On en est au 21e siècle occidental, précisons, ça ne vaut pas pour toute la planète, et quand même tout à fait déjà à ce stade-là. Et puis c'est l'époque du selfie, donc pourquoi pas le selfie de cuisine. Je crois que c'est quand même plutôt valorisant. Par exemple, désormais, il y a un art spécifique, un genre qui est la photographie culinaire. Ça, c'est en dehors même du food porn, mais la photographie culinaire, c'est un art. De même que, grâce à l'influence asiatique en particulier, la présentation des assiettes est devenue en soi une esthétique. Et je crois que ça va plutôt dans le bon sens quand même. La qualité du vin, il faut le savoir. On a beaucoup de mal à le comparer parce qu'on n'est pas, il y a 100 ans, on ne peut pas vérifier, mais la qualité du vin, la qualité moyenne du vin en Occident et en particulier en France, c'est nettement amélioré, contrairement à ce que pensent les pessimistes. C'est incroyablement plus cohérent, plus stable que ce que buvaient nos ancêtres. Donc, pour conclure rapidement, justement, est-ce que la nourriture, comme on disait au début de l'émission, elle peut permettre, et ce qu'essaie de faire Rakovitz aussi qu'on a entendu, est-ce qu'elle peut permettre de faire la paix? On l'a toujours cru. C'est pour ça que les religions se sont fondées quand même sur des repas. C'est pour ça que les familles se réunissent toujours autour d'un repas. C'est pour ça que Talleyrand, au moment du congrès de Vienne, disait « Moi, j'ai pas besoin de consignes au roi Louis XVIII, j'ai besoin de casseroles. » Donc, on peut penser rêvons que ça contribue au rapprochement des peuples. Oui, super. Et ben voilà, on est optimiste grâce à vous. Malheureusement, c'est déjà presque fini pour aujourd'hui. En direct, en plateau avec nous, il y avait Yujo. Votre livre La baguette et la fourchette est disponible aux éditions Fayard. Et vous animez à partir de la rentrée des ateliers sur le thé et sur la calligraphie à la Maison de la Chine à Paris. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Et puis, on a oublié de dire aussi que vous nous avez apporté, c'est au milieu de la table et c'est splendide. Moi, j'ai pas déjeuné pour préserver mon appétit pour manger ça. C'est des dim sum qu'on va manger avec le thé, donc qui sont sacrés et sucrés. Qui vient de la Maison de la Chine aussi. Et puis, merci à Pascal Horry. Votre dernier livre, L'identité passe à table, est paru aux presses universitaires de France. On peut le lire en attendant la parution du suivant l'année prochaine, qui sera consacré cette fois aux objets de la gastronomie. Merci beaucoup. Et avant de retrouver la fameuse chronique du vendredi, un peu de musique d'Evendra Banhart sur France Inter. 1, 2, 3, 4.